Huitième partie de notre entretien, et là tu vas nous parler d'une douloureuse expérience puisque tu t'es farci pour nous Judith Butler. Il faut s'étalonner à l'ennemi, mais il y a plusieurs qualités d'ennemis. Alors Kissinger, c'est du très haut niveau, mais il faut aussi sans doute descendre un peu dans la basse fosse. Et c'est pourquoi je m'astreindrai à chaque entretien à me farcir, c'est littéralement le terme, certains textes produits ou commis par nos ennemis, mais nos ennemis parfois mineurs et parfois médiocres, ou parfois proprement indigestes. Donc pour cette fois, je me suis farci, et le terme n'est pas galvaudé, je me suis farci Judith Butler, grande prêtresse de la dite théorie du genre. Je la laisse d'abord se présenter. I'm lesbian, gay. Yes, I'm lesbian, I'm gay. But do I subscribe to everything the lesbian and gay movement says? Do I always come out as a lesbian and gay person first before, say, I am a woman, or before I am a Jew, or before I am an American, or a citizen, or a philosopher? No. You know, it's not the only identity. So these are communities where one belongs and one does not belong. And it seems to me I travel. Alors je sais pas vous, mais moi j'ai vraiment pas envie d'être du voyage. Bon, il y a beaucoup de complaisance en plus là-dedans. Je suis ceci, je suis juif, je suis lesbienne, voilà, je navigue entre mes identités, alors que dans la pratique, il y a toujours tout de même une hiérarchie. Il n'y a pas que Judith Butler qui abrite en elle une forme de pluralité, plusieurs héritages sans doute, ou plusieurs conditions, mais il y a toujours quelque chose qui l'emporte et qui unifie le reste. Bon là, on a vraiment le sentiment que la femme est bien loin reculée derrière la lesbienne et la juive. Hein. Je me permets de le dire tout de même. Donc oui, il y a toujours un hégémonicon, comme disaient les stoïciens. Alors ils désignaient par là la partie rationnelle de l'âme, mais il y a toujours un principe conducteur, recteur. Bon, là en l'occurrence, il me semble parfaitement identifiable. Alors pour aller sur le fond, d'abord c'est une lecture extrêmement pénible, voici l'ouvrage, je précise que je ne l'ai pas acheté, je me le suis procuré à la bibliothèque municipale de Lyon, excellente, quasiment le niveau d'une bibliothèque universitaire, je n'avais pas en plus lui donné de l'argent, c'est jargonnant, très autocomplaisant, inutilement technique bien souvent, il n'y a aucune scientificité, je ne suis pas le premier à le dire, mais il n'y a pas de théorie du genre au sens scientifique, il y a une idéologie du genre. Très autocomplaisant. Il y a des débats internes au féminisme. Alors ça dès le départ, je vous épargne le détail, où Judith Butler s'en prend à des courants du féminisme qui obéiraient encore, selon elle, trop à une présomption d'hétérosexualité, c'est-à-dire d'hétérosexualisme. Le modèle hétérosexuel sera encore trop présent. Bon, je laisse cela de côté. Par ailleurs, elle enfonce parfois des portes ouvertes, parce que s'il s'agit de dire que l'homme, la réalité humaine, n'est pas pure nature, y compris la différence des sexes, on le sait depuis Montaigne au moins, que le travail de la culture eh bien, façonne l'humanité, ou la païdéia des Grecs, déjà, hein, vraiment l'éducation. Donc si ça n'est que ça, c'est pas grand-chose, mais c'est loin de n'être que ça. C'est plutôt un symptôme d'époque, puisqu'encore une fois, c'est une idéologie. C'est un artificialisme qui déteste tout ce qu'il y a de substantiel dans l'histoire. C'est pas du tout un historicisme en réalité, c'est un artificialisme, c'est-à-dire que toutes les réalités sont construites, mais précisément elles n'ont aucune espèce de substantialité propre. Il n'y a que des artefacts, quoi. Bon, les cultures, ça aurait pu être autre chose, et puis ça peut être autre chose là comme on le veut, hein, puisqu'on peut naviguer d'une identité à l'autre. Bon, en réalité, derrière tout cela, il y a énormément de mauvaise foi, parce que la question de Nietzsche qui parle, c'est-à-dire quel est l'affect dominant et la passion dominante dans un corpus idéologique, dans une culture, dans une religion, eh bien, peut tout à fait être posée à Butler, et on trouvera assez rapidement la réponse. Il s'agit véritablement d'un homosexualisme militant, très jargonnant d'ailleurs, hein. Je vais vous lire un passage, je ne lirai que celui-là parce que ça va comme ça, je pense que ça sera assez pénible.
Alors, la répétition de la matrice hétérosexuelle dans les cultures sexuelles, à la fois gays, lesbiennes et hétérosexuelles, pourrait bien constituer le lien de dénaturalisation et de mobilisation des catégories de genre. Que des cultures non hétérosexuelles reproduisent la matrice hétérosexuelle fait ressortir le statut fondamentalement construit de ce prétendu original hétérosexuel. Le gay ou la lesbienne est donc à l'hétérosexuel non pas ce que la copie est à l'original, mais plutôt ce que la copie est à la copie. Alors c'est déjà un peu jargonnant, mais c'est encore un des passages les plus intelligibles. Directement. Et que dit cette brave Judith Butler? Eh bien que, au fond, le fait que le modèle hétérosexuel continue d'être prégnant dans les dites cultures gays ou lesbiennes prouve le caractère construit de ce modèle hétérosexuel. On pourrait considérer que ça démontrerait plutôt le contraire, sa dimension plus substantielle, plus consistante, qui précisément s'impose même aux dites cultures gays et lesbiennes. Bon. Oui, alors qui parle bien, c'est la question nietzschéenne. Je vais laisser justement la parole à Nietzsche pour définir Judith Butler et les passions qui l'animent. Il écrit dans Ecce Homo, qui signifie voici l'homme, hein, pas autre chose, hein, c'est la formule de la Bible, du Nouveau Testament, quand Jésus est présenté à Ponce Pilate. Et il écrit ceci: émancipation de la femme, c'est la haine instinctive de la femme manquée, c'est-à-dire de la femme inapte à enfanter pour la femme accomplie. La lutte contre l'homme n'est jamais que moyen, prétexte, tactique. C'est intéressant, c'est-à-dire l'idée que la première cible du féminisme, ça serait moins l'homme que la femme, justement. La femme accomplie. En se sublimant elle-même, en femme en soi, femme supérieure, femme idéaliste, elle cherche à rabaisser la condition générale des femmes. Oui, femme en soi, femme supérieure. Oui, il y a donc cette prétention à être ceci, cela, et puis n'importe quoi. Ce qui est profondément bourgeois, extrême gauche caviar. Elle cherche donc ces femmes émancipées, au sens que Nietzsche donne au terme dans son texte. Elle cherche à rabaisser la condition générale des femmes. Pour cela, pas de plus surmoyen que l'éducation secondaire, le pantalon et les droits du bétail électoral. Bon. Il me semble que le propos est assez définitif. Pour terminer, il me semble que bien davantage qu'une libération des potentialités du corps dans sa diversité, etc., il y a chez Butler une grande morbidité, une certaine dangerosité d'ailleurs, puisque il y a tout un passage au cours duquel elle relativise et même elle dissout le tabou de l'inceste en s'appuyant sur Foucault. Foucault, auquel d'ailleurs vient d'être consacré un excellent petit livre de François Bousquet, petit par la dimension, mais qui est un très très vif pamphlet, conceptuellement très rigoureux, historiquement tout à fait pertinent. Et Bousquet y montre qu'il y a un rapport au fond très morbide au corps chez Foucault. Il y a une haine du corps finalement, le corps doit être inorganique. Foucault se livrait à des séances sadomasochistes. Voilà un petit peu le débouché. Bon, et dans un passage du livre, j'y reviens, Butler relativise et dissout le tabou de l'inceste en s'appuyant sur Foucault, considérant que ce premier tabou fonde le second, c'est-à-dire le tabou de l'homosexualité. Mais à ce moment-là, si on conteste le tabou de l'homosexualité, doit-on en venir à contester l'interdit qui pèse sur l'inceste? C'est probablement le pas qui peut être franchi à partir de Butler. Par ailleurs, oui, elle relativise contre la plupart des anthropologues l'universalité de la prohibition de l'inceste, etc., etc. Bon. Et puis, au terme de toute cette aventure, de cette idée que les identités sexuelles seraient purement des simulacres, mais qui en réalité expriment une volonté de puissance homosexualiste, une haine de l'hétérosexuel, eh bien on aboutit à cette conclusion formulée par Éric Fassin, oui, le même que tout à l'heure, il n'y a pas de hasard, qui écrit la préface de la théorie du genre. Le travesti est notre vérité à tous, dit Fassin, parce qu'il révèle la structure imitative du genre. C'est-à-dire que de copie, de simulacre en simulacre, eh bien, on aboutit à cette conclusion que le travelot est l'avenir de l'homme. Bon, c'est rien de plus ni de moins. À cela, on pourrait préférer la sagesse de Martine, la domestique, dans Les Femmes savantes, qui dit à propos de l'une d'entre elles, il lui faut un mari, non un pédagogue, parce que précisément elle s'égare dans les méandres d'une pensée extrêmement verbeuse, jargonnante, hermétique, dispensée par l'escroc Trissotin. Et puis, pour terminer sur une note positive, il me semble que, bien entendu,
les rapports entre les hommes et les femmes ont connu des variations. Il me semble qu'aujourd'hui, il y a quand même une différence entre le mode d'être scandinave des hommes et des femmes et la pratique saoudienne. Bon, on la connaît, cette diversité. On n'a pas attendu les théoriciens du genre, les déconstructeurs pour le savoir. Mais il me semble que si on applique à tout cela une évaluation un peu nietzschéenne, c'est-à-dire en termes de force, de joie, de puissance, de santé, eh bien, la France avait proposé quelque chose d'extrêmement beau et puissant, c'est la galanterie. Il y a eu un beau livre d'ailleurs sur le sujet en 2006, rédigé par Claude Habib, Galanterie française tout simplement, qui montre que ce dispositif de la galanterie, dont elle décrit l'histoire, et qui s'est largement répandu dans les couches populaires, hein, c'est pas un truc d'aristocrate seulement, eh bien, permet aux hommes et aux femmes à la fois d'affirmer leurs différences et de se rencontrer de manière élégante, un peu joueuse, qui à la fois évite l'homogénéisation, l'indifférenciation, le fait que, je sais pas, il y a des féministes allemandes par exemple, j'ai vu ça, hein, qui détestent qu'on leur tienne la porte, puis ça s'est diffusé un peu au-delà des cercles strictement féministes. Donc il me semble que cette galanterie française, dont on voit encore des marques d'ailleurs, hein, aujourd'hui elle n'est pas totalement morte, elle en a pris un coup sur le casque, comme beaucoup de choses en France, c'est pas tout à fait mort, eh bien est une belle proposition culturelle pour que les hommes et les femmes à la fois se connaissent, se différencient et se rencontrent.